Je n'avais jamais eu à repousser les avances de Victor Hugo. Ainsi, ce que je dois vous rapporter me gêne et je risque ma réputation. Jamais les alexandrins surannés de Victor Hugo, ces dizaines de milliers de vers, n'avaient suscité mon intérêt. Quant à ses romans fluviaux, quelques extraits, lus sur les bancs d'école, n'avaient pas fait vibrer mes ventricules d'adolescente. Colosse à l'écriture compulsive, 20 pages par jour, quasi sans rature. Wow! J'avais déjà visité un des repères du monstre des lettres au numéro 6 de la Place Royale, rebaptisé Place des Vosges. Un incorrigible sens du devoir me poussait à accomplir un circuit pédestre des maisons d'écrivains de Paris, au cours duquel j'eus vent que VH écrivait debout. Comment s'y prenait-il? Je me le demandais comme si cette idiosyncrasie recelait une énigme plus abyssale que le fait d'uriner debout ou accroupi. Plusieurs lunes, après avoir apprécié les vestiges de sa vie quotidienne, les tableaux, gravures et plâtres de son logis aux murs tendus de damas de soie rouge, et après avoir distraitement circulé devant son tombeau dans la crypte du Panthéon, j'arpentais les bords du sommeil à la fin d'un hiver montréalais. Deux jeunes femmes apparaissent alors en miniature dans l'espace de mon esprit. Pourquoi s'approchent-elles de moi ainsi à me toucher? Afin d'éviter leur débâcle éthéré, je m'enjoins de garder les yeux clos. L'une d'elles m'avertit. « Victor Hugo t'aidera. » Victor Hugo. À la pensée qu'il aurait pu se présenter à moi lui-même, j'entends « Il ne peut pas se déplacer. Affairé à soigner les animaux et à enseigner aux végétaux, il m'a chargé de te transmettre le message. » Sur ce, les revenantes s'évanouissent. Je m'ébroue, baigné d'obscurité, pour enregistrer la vision dans un cahier assoupi sur la table de chevet, tandis que mon chat, levé au pied du lit, me fixe d'un regard de corsaire, un œil à demi ouvert. Je veux bien que Victor Hugo m'aide à écrire. 2 semaines plus tard, j'allume la télé, geste rare et spontané de ma part. On annonce la projection d'un film de Truffaut. Adélache. Grâce à Adélache s'évapore mon ignorance concernant l'existence des filles de Victor Hugo, la noyade de l'une et l'ambition musicale de l'autre, entravée par l'autorité paternelle. Entre l'écran et moi, une fulgurance. La messagère de mon apparente hallucination, c'était Adèle, celle qui tenait son journal et composait au piano, celle qui s'amouracha pour son malheur d'un dénommé Pinson, lieutenant au Canada. L'autre, en retrait derrière sa sœur dans mon chant hypnagogique, c'était Léopoldine, l'ange qui charmait son père, celle dont par la presse il apprend la mort, attablée avec son amante, à un café, non loin de La Rochelle. Les choses en sont restées là. Ensuite, j'ai accepté de passer 1 semaine aux Antilles pour me consoler du rejet de ma demande de bourse d'écriture. Dans un club du Sud, je subis la vue des concours de bikini meringués, de jeux de ballon gonflés d'eau. Puis j'ai fui les efforts sudatoires d'un gras touriste allemand qui relevait le défi, lancé par un animateur musclé, de dégrafer en 5 minutes 15 soutiens-gorge parmi l'assistance agglutinée au bord de la piscine et ainsi gagner une bouteille de rhum, gracieuseté de l'hôtel. Le ressac du retour et les effets affaiblissants d'un virus tropical m'ont plongé dans une langueur propice aux états altérés. Alors, j'ai songé à cette imposante silhouette qui écrivait debout dans le matin, face à une fenêtre sous les arcades de la place des Vosges, et qui, un siècle plus tard, m'envoyait 2 spectres en longues robes claires, émissaires du mystère. J'en étais là lorsque Victor, souffrez que j'ose cette brutale familiarité, Victor surgit en personne dans ma vie onirique. D'un geste généreux du bras, il me désigne sa bibliothèque, et d'un air satisfait, il me déclare « Voilà mes livres ». Je m'empresse de lui signaler en avoir lu quelques-uns, preuve patente qu'on ment jusque dans nos songes. Je remarque ensuite un volume cartonné qui, grâce à son très large dos bleu foncé, se distingue de la foule de ses semblables. Au réveil, je m'enchante d'avoir rêvé de Victor Hugo. Il me plaît qu'un tel gaillard s'intéresse à moi. J'aime accueillir les confidences d'insignes visiteurs par le truchement de mes nuits.
Ainsi Einstein m'a déjà confié s'être toujours senti seul, alors que Piet-Mondrian, en 3 coups de pinceau rouge et or, m'éblouit par sa démonstration sur l'existence de l'infini. Le surlendemain, au cours d'une promenade rue Saint-Denis, je passe devant une librairie d'occasion et ressens un appel, une impulsion irrésistible. Je pousse la porte de la boutique où je découvre Les Initiations lamaïques d'Alexandra David-Nel et un livre de l'oreiller recelant de belles gravures érotiques, propriété d'un très ancien roi du Népal. Je me dirige vers la sortie en jetant un regard distrait sur une étagère qu'à l'instar de bien des bouquineurs, d'ordinaire je dédaigne. Le rayonnage supérieur soutient des essais sagement rangés, eux-mêmes supportés par des recueils poétiques le plus souvent écornés, dont les derniers titres ne se déchiffrent qu'en fléchissant le genou jusqu'au sol. C'est de là, à la hauteur de mes yeux, que me fait signe le volume costaud au faste d'eau marine de mon rêve. Il me hèle peut-être, afin d'être délivré de ce bordel théorique et de la présence des trop nombreux commentateurs de phrases d'autrui qui l'empêchent de respirer à l'aise sur son rayon. En lettres dorées se détache sur son dos « Victor Hugo ». Je prends entre mes mains le livre qui s'ouvre pour m'offrir la carte postale laissée là par négligence ou simple désintérêt de son ex-propriétaire. Une photographie du poète en 1862. J'esquisse un mouvement pour faire disparaître la photo dans la poche de mon manteau et je referme l'essai commis par un académicien français. L'ouvrage de 1000 pages se rebiffe sous mes doigts, suppliant « Achète-moi, achète-moi ». Je le rouvre au hasard et feuillette les quelques pages sur le phénomène des tables tournantes agitées par les esprits frappeurs qui ont empli un pan de la vie de VH en exil dans l'île de Jersey. Hugo y dialogue avec la tragédie, l'ombre, sa fille avalée à 19 ans par la Seine, et l'esprit de la prière qui l'assure de son efficacité. Est-il bon de prier et de s'adresser à Dieu par l'intermédiaire des morts qui nous sont chers? Oui. Je sors de la librairie Victor Hugo sous le bras. Devant une tasse de thé, les joues remuées par le soleil de mai, je prends connaissance de bribes de la vie hugolienne. Perchée sur sa cage, ma perruche déploie ses ailes avec nonchalance en les soulevant vers l'arrière. J'essaie de mimer cette indolence lorsque une idée folle me traverse. En l'absence de tout témoin narquois, j'invoque le mort d'un seul souffle. Victor Hugo, par la grâce de Dieu, aide-moi. Résolu à attendre la réaction de mon protecteur, j'écoute 3 minutes de silence. Les vers suivants chavirent ensuite sur le versant de mes phalanges. Vers cheval vague mer, une fille flotte, la crinière à la main. Pendant que l'arbre luit, elle bruit. Demain il sera trop tard, le vent sera levé. Les syllabes qui s'étaient bousculées au dehors ondoyaient maintenant sous mon nez. Puis j'ai su que la séance était terminée. VH m'avait déjà quitté, pressé comme à l'accoutumée d'aller rejoindre une de ses amantes. C'est du moins ainsi que j'ai interprété sa diligence à la lumière des renseignements qui brasillaient du livre bleu. Sur le coup, je n'ai pas relevé la brièveté de notre rendez-vous, mais à la réflexion, c'est un peu court pour une première fois. Le lendemain, je récidive. Je ne peux qu'acquiescer à une vérité triviale formulée par Victor à l'époque de son incarnation française. Les femmes, c'est comme les lapins. On les prend par les oreilles. Escomptant me laisser bercer par d'autres flots, je m'installe confortablement au salon. Je n'ai pas aussitôt abaissé les paupières qu'il vient. Debout, mais incliné du côté du mystère, les mains aux hanches, il lâche un « je t'attendais ». Il ne me dit pas bonjour, ne me fait pas de baise-main, ne dépose pas ses lèvres là, au creux du poignet, entre l'ourlet de mon chemisier et la manchette de mon gant. Je note la matière du jour. L'animal rampe, la mer roule, l'arbre rit, la feuille sourit, car le vent susurre à son oreille « Viens vite, viens vite ». Si l'oiseau peut prendre son envol, nous pouvons tout. Les yeux de la femme sont glacés mais sereins. Le soir venu, ses paupières s'abîment et le chant de la hyène s'allie à la patte de colombe.
Ne leur en veuillez pas. Elles atteignent à l'orgasme et touchent Dieu qui n'a pas de dents. À la suite de cette ondée bienfaisante, le néant d'une journée insensible provoque ma rechute vespérale dans le délit spirit. En partie responsable de l'infraction, Victor m'inspire alors un poème. Le mal, il s'écoule heureux, se distille doucereux, s'enfonce douloureux, s'enfuit peureux au moindre rayon de Dieu. Ô mon bon crapaud, tu es laid, mais l'oiseau te regarde, la chèvre te bénit, et Dieu acquiesce au bruissement des bêtes. Victor me frôle avant de s'éclipser. À l'aube, il me tire des bras de Morphée. Vallée des jours, triste sort, je m'y suis perdu. Caveau des nuits, grande mort, comment ne pas être déchu? Mais l'ange veille et le vin réveille. Tout ce qui vient des profondeurs nous caresse l'envers du visage. Les racines refoulent dans le ciel en sueur. L'image de mon Dieu est plus vieille que le monde. Le corps de la terre habite mes entrailles. L'homme n'a que faire des lacs monotones. Les eaux croupies, voilà ce qu'il lui faut. Dans la fange, la lumière et l'éclat de nos joues. Je ne vis plus que par ces va-et-vient qui m'occupent durant une semaine. L'envers des choses est au fond du puits. Batraciens et insectes filent vers la grande inconnue à la vitesse qui leur est dévolue. Et nous courons, car voler nous est interdit. La consigne est muette, si peu nous a été dit. Nous sommes les rats qui grignotons la grande mélodie. C'est au 7e jour, je crois, qu'il a fait claquer ses bottes en portant la main droite à sa tempe. Mission accomplie. Puis le geste haut, il déclame, mais les mots sont miens. Dans tes prunelles ont passé les hérons de l'étang. Sur tes épaules, leurs pattes se sont posées. Le tableau était beau. Ils ont quitté la rive de ton cou et bu à la peau de tes doigts. Qu'ont-ils vu de tes reins, sinon leur ciselure? Ton sourire, ils l'ont pris sous leurs ailes, et le bec des adieux a claqué dans l'air sec. Ma muse singulière souhaite s'éloigner irrévocablement. Je rechigne. Non, 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 ne pars pas. Ne pars pas. Auguste, Hugo, susurre. Sur les berges brunissantes de la mort, j'ai gaspillé les heures de l'amour. Dans le lit de la menthe, j'ai franchi des rêves d'or. Est-ce toi qui frappe à ma fenêtre et sourit au retour? Solennel, il ajoute en moi. Pars et va sur la mer où les sirènes bavent leur écume, moisson des champs trop longtemps prisonniers de leur ombre. Après le départ de Victor, mon amertume, infiltrée dans le bitume, bute devant la fenêtre, contre le trottoir des cendres durcies. M'a-t-il abandonné parce que j'ai divulgué notre aventure? Me suis-je aliéné ce que j'aurais pu garder si je n'avais pas révélé à des amis les visites secrètes de Victor Hugo à mon logement de la rue Christophe-Colomb? Ai-je trop parlé, perdant ce dont j'aurais de toute façon été dépossédé et qui ne m'était adjugé que pour quelques jours? M'avait-il vraiment déserté? Sur ton flanc poudrière, j'ai déposé ma tempe. Quelle est cette musique qui accorde l'amour à la génuflexion? C'est mon cœur magnanime et ses avenues désertes. Était-il encore là? Je ne sentais plus sa présence, mais j'ai écrivaillé des rimes confondantes. La chanson de l'aimé est faite de 3 trilles. Les larges tresses de ses cheveux sont 2 vrilles, enfonçant la poitrine de celui qu'elle broie, gonflant le cœur tiède de celui qu'elle boit. Dieu avait vêtu l'homme nu de jais aux jambes. Il portait son poitrail comme une cathédrale, et l'amour infiltré dans ses reins mis à l'amble le laissait frémissant sur le marbre des dalles. Était-il beau? Oui, la dame n'en doutait guère.
Il avait l'éclat divin de la démesure. Il offrait bien le don de la douce brûlure, quand son corps d'onyx ramait hors de la galère. Quelle est cette musique qui accorde l'amour à la génuflexion? Après avoir laissé mourir 2 jours, tout près de mes larmes, je quémande un entretien. Il accourt. Peu importe que tu aies le sentiment d'avoir trop parlé, surchargé, je ne serais de toute manière pas resté. Il ne consent pas à ce que je l'implore et me lance « Ne m'invoque pas, mais évoque-moi. » Puis il m'extirpe du nid. « Vole par toi-même. » Je suis celle qui jouit, celui qui est avec moi. L'ange et la bête sont en émoi. La vie est vaste et se perd dans l'infini du temps envolé. L'aigle seul en a une vague idée. Je ne suis pas celle qui se tait. On me tient par la main, alors plus rien ne me retient. En ce lundi, je suis livrée à mon propre destin et me voue à de graves interrogations. Comment faire d'un palais de justice un poème? Comment, du métal des barreaux, créer ce que j'aime? Comment, des drapeaux nationaux, dépasser la fièvre? Comment, en chaque soldat, tuer la haine humaine? En rêvant, mes frères, d'amour et de lièvre, en aimant, mes frères, vos sœurs qui vous mènent taguer. La rime est démodée. Pourtant, la laine de mon ami, à peine frisée, c'est celle d'un mouton qui n'a rien d'entêté. Sur sa poitrine olive, elle gît embêtée. Dans ses cheveux, elle s'octroie la liberté, et l'autre chevelure est bien une toison dans laquelle s'agite un si bouillant tison. Moi, femme, je croque des pommes d'or qui roulent ruisselantes au bord de mes lèvres. Goûtez, et vous saurez comment le serpent adamique s'enroula autour du cou de notre mère la terre. En attendant, il me faut achever cette histoire. Je réclame de Victor une suggestion. Comment cela va se clore? Moi, Victor Hugo, je vais te le dire, suis-moi. Je me retrouve sur le toit d'une maison où j'aperçois un ecclésiastique portant mitre et chasuble. Courbé sur la cheminée, il tient à 2 mains un filet à papillons. Victor éclaire ma lanterne. Celui-là, c'est l'archevêque qui cherchait à attraper mon âme à l'heure de ma mort, mais le codicille de mon testament est formel. Outre la volonté d'être enterré dans le corbillard des pauvres, voici ce que j'avais déterminé. Je refuse l'oraison de toutes les églises, je demande une prière à toutes les âmes, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Moi aussi.